Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme et que vous êtes prêts et prêtes à plonger tête baissée dans ce nouvel épisode d'hygiène de vie. Car aujourd'hui, on continue notre série sur le ventre et la digestion, un sujet qui est, je sais, très apprécié. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir mal au ventre pendant ou après une séance de sport ? Peut-être même que si vous êtes une personne relativement très active, vous êtes sujette à des petits désagréments, voire des douleurs au ventre pendant votre séance, mais aussi avant, voire tout le temps. Est-ce que ça vous parle ? Eh bien, si oui, restez bien jusqu'au bout de cet épisode. Si ça ne vous parle pas, restez aussi, car ça vous évitera peut-être de connaître cette situation. Pour discuter de ce sujet, j'ai souhaité me faire accompagner de Karine, diététicienne nutritionniste qui est spécialisée dans la nutrition du sportif. Avec ma propre expérience de personne plutôt sportive, mon approche naturo et celle de Karine en tant que diététicienne nutritionniste, nous allons vous expliquer pourquoi les troubles digestifs chez les sportifs est une situation qui n'est finalement pas si surprenante, mais aussi nous allons vous donner des conseils pour diminuer, vous débarrasser et idéalement éviter de perturber votre digestion alors que vous souhaitez faire du bien en faisant un peu de sport. Mais avant, place à votre témoignage. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message de Babette59 qui m'a laissé un commentaire sur mon compte Instagram. Ça y est, j'ai enfin remis mon appli podcast sur le téléphone et je peux écouter tes podcasts en allant à pied au boulot le matin. Merci pour toutes ces informations à mettre en application maintenant. Merci beaucoup Babette pour tous tes encouragements et ton message qui me fait vraiment très plaisir. Marcher plus écouter un podcast, eh bien un super moyen de mettre son corps en mouvement tout en apprenant. On fait du bien au corps et à l'esprit, un bon 2 en 1, en tout cas moi j'adore faire ça également. C'est à présent à vous de me laisser votre message et votre note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcast ou une autre, ou sur Instagram @alexandraportailnaturo, voire même sur la page dédiée de cet épisode sur mon site internet. Ça permet vraiment de soutenir le podcast totalement gratuitement, à la fois de me motiver mais aussi d'améliorer son référencement pour le rendre encore plus visible auprès d'autres auditeurs et auditrices qui en auraient peut-être besoin. Et en plus de ça, je pourrais vous remercier en partageant votre message lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Karine. Belle écoute! Bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour Alexandra, tout va bien pour moi et toi? Très bien, merci. Effectivement, le soleil est revenu, donc ça fait du bien. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Hygiène de vie, pour rentrer dans le vif du sujet comme j'ai l'habitude de le faire quand j'ai une invitée sur mon podcast. Je vais commencer par te demander si c'est possible que tu te présentes, expliquer un peu qui tu es, ton parcours et ton histoire jusqu'à ce jour. Oui, donc je suis Karine Famine, donc diététicienne et spécialisée dans la nutrition du sportif, installée du côté de Nantes, donc au nord de Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire, pas très loin de la mer. Et j'interviens donc en cabinet, en visio et puis j'interviens également dans un centre, en région parisienne qui s'appelle Olympe Santé et qui est dédié aux sportifs en général, donc soit des sportifs, de haut niveau ou bien des sportifs, loisirs, qui sont souvent,
d'ailleurs en préparation d'un objectif assez ambitieux, ou bien en réathlétisation, donc des sportifs qui sont un peu blessés et qui ont des problématiques à gérer. Donc il y a tout un plateau avec des kinés, avec des podologues, des médecins, du sportif. Donc il y a vraiment tout un accompagnement, tout un parcours qui leur est proposé au sein de cette structure-là. Et puis moi, au cabinet, j'interviens donc auprès de tout type de personnes, hein, puisque c'est mon métier, c'est d'accompagner en fait à travers l'équilibre alimentaire, en fait, les personnes qui présentent des pathologies particulières qui les empêchent de manger comme tout le monde. Donc, il va falloir s'attacher à trouver des équivalences pour qu'ils puissent finalement avoir une alimentation équilibrée en ne pouvant pas manger l'ensemble des aliments qui sont présents. Et puis, j'accompagne aussi des sportifs, bien sûr, qui sont de différents niveaux, mais ma spécialité est quand même sur la nutrition du sportif, les sportifs d'endurance, donc qui ont vraiment ce besoin de gestion de leur énergie sur la durée. Donc des trailers, donc des gens qui font des marathons, ou bien le trail, c'est donc l'équivalent du marathon, mais sur des versions encore plus longues et avec du dénivelé, puisque en fait on est sur des chemins. Donc les ultra-trailers, les trailers. Et puis j'ai d'autres types de sportifs. Vraiment, je balaye du sport à l'individuel avec des problématiques aussi de poids, c'est-à-dire des sportifs, on appelle ça les sports à catégorie de poids. Donc ils doivent gérer en fait un objectif de poids pour une compétition. Il y a vraiment un panel très différent du sportif et j'ai pour habitude, je m'étais lancée dans la diététique pour effectivement, dans un premier temps, accompagner des sportifs. Et je me suis rendu compte, en fait, pendant ma formation, que ces sportifs étaient des gens comme tout le monde, mais avec que j'appelais des grands malades, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient, par le biais du sport, souvent des problématiques qui s'apparentaient à ce qu'on retrouvait à l'hôpital parfois, avec des pathologies du tube digestif. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à ce qui se passait en termes de troubles finalement, soit du comportement alimentaire, soit des troubles digestifs, donc qui touchaient l'estomac ou les intestins. Et le lien qu'il pouvait y avoir entre certains sports, certains individus et la capacité qu'ils avaient à ingérer leur énergie et à sélectionner leurs aliments. Voilà. Ouais, c'est important ce que tu dis et je suis très contente de t'avoir invité sur le podcast pour parler de ce sujet-là. Parce que c'est vrai que quand on parle de bien-être et de santé, et notamment c'est vrai qu'en naturopathie, on a plusieurs piliers. Alors les personnes qui nous écoutent, ils vont commencer à en avoir marre que je répète toujours la même chose. Mais dans ces piliers-là, on a effectivement l'activité sportive et moi je préfère l'appeler la mise en mouvement parce que justement, déjà premièrement, quand on parle d'activité sportive, quand une personne ne fait pas de sport, elle se met très vite beaucoup de pression en disant comment je vais faire pour faire du sport alors qu'à la base j'en fais pas. Alors moi je préfère parler de mise en mouvement quotidienne. Et qu'en plus, comme tu viens de le signifier, en fait, et c'est ça qui est assez pas drôle, hein, c'est pas drôle, mais bon, j'ai pas d'autres termes pour dire, mais surprenant, c'est que amené à un certain niveau, le sport devient mauvais pour la santé. Parce que tu t'assimiles, toi, tes clients, tes patients sportifs, on parle bien de sportifs quand même intenses, à des grands malades. Donc ça, c'est important aussi, je pense, de poser les bases d'ores et déjà en disant que, encore une fois, hein, la phrase que j'aime bien dire, c'est que l'excès est l'ennemi du bien. Alors ces personnes-là, c'est vrai que potentiellement, c'est peut-être aussi leur profession, donc leur dire d'arrêter de faire du sport, ça va être compliqué, donc il va falloir qu'ils fassent un petit peu avec, et tu vas nous expliquer comment tu les accompagnes. Mais pour les autres personnes qui nous écoutent, qui pour X raisons de perte de poids, je ne sais quoi, et se mettent à fond dans le sport par exemple, mais quand je dis à fond, c'est à fond, et ben c'est pas forcément de cette manière-là qu'elles vont forcément se faire du bien non plus, justement. La preuve en est, toi tu as des clients qui se font pas forcément du bien en faisant beaucoup de sport, justement. Donc en fait, c'est toute la problématique entre un sportif dont c'est le métier dont tu parlais Mm, mm. finalement, qui lui est bien accompagné, c'est-à-dire que c'est une personne en général qui va avoir un suivi sur la durée par rapport à son sport et sa santé, donc le lien qu'il peut y avoir entre sa santé et son sport. Donc ces gens-là en général peuvent avoir des problématiques en termes de troubles digestifs, c'est pas, c'est
courant, mais en tout cas, ils sont bien accompagnés leur santé n'en pâtit pas. Enfin, j'ai envie de dire que leur santé est moins mise à mal parce qu'il y a cet accompagnement. C'est un peu comme un grand footballeur qui va avoir le massage Mhm. à chaque fin de match ou à chaque fin d'entraînement. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, on limite l'impact négatif du sport et le sport à haut niveau ou à haute intensité a assez peu d'impact. Mais effectivement, de nos jours, on a ces images-là plein la tête. En tout cas, la population a envie de devenir un sportif aguerri. Et il y a effectivement des gens qui se lancent dans une pratique sportive à haute intensité, ou en tout cas avec une haute répétition dans la semaine, en ayant une vie personnelle déjà bien chargée, en ayant une vie professionnelle déjà bien chargée. Donc, ils cumulent finalement toutes les problématiques que n'ont pas ces fameux sportifs de haut niveau, dont c'est le métier finalement. Hein. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à gérer leur sport et à gérer leur activité physique. Mhm. Donc, on a effectivement des personnes qui ont des besoins très variés, très différents et des problématiques très différentes aussi. Souvent, j'ai à cœur aussi d'amener ces sportifs, alors je pense que ça fait partie de mon métier, à apprendre à s'écouter, c'est-à-dire que remettre aussi un petit peu d'écoute par rapport à ce que leur dit leur corps, leur esprit parfois, plutôt que d'être en combat permanent contre certains éléments où ils perdent aussi beaucoup d'énergie. Donc, cette écoute-là est importante et chez les sportifs, ça reste compliqué quand même, cette écoute, puisqu'il y a quand même le mental toujours qui fait partie de la pratique sportive pour arriver effectivement à être dans cette répétition ou cette intensité qui permet de se dépasser, de dépasser ses limites. Mais tous ces petits indices que l'organisme arrive à, à faire passer aux individus, il faut savoir les écouter en parallèle et savoir qu'en faire. Donc, c'est l'apprentissage aussi hein, que j'essaye d'avoir avec les sportifs, à la fois des côtés très pratiques, très pratiques, très concrets sur l'alimentation, mais aussi de leur répéter, de les amener à savoir un peu plus décoder leurs symptômes ou ce qu'ils ressentent. Voilà, tout simplement. Et ça passe souvent déjà par savoir les poser, coucher sur du papier, les écrire, pour qu'on puisse justement faire le lien, ou pas d'ailleurs, entre ce qu'ils ressentent, donc ce fameux ressenti, et ce qu'ils ont fait d'un point de vue alimentaire et activité sportive. Donc c'est vrai que ça complexifie la tâche puisque moi j'ai à cœur dans tous les cas, que ce soit un sportif ou un non sportif, de lier l'ensemble, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on ressent, ce qu'on fait physiquement et ce qu'on fait d'un point de vue alimentaire. Voilà, et au final, le corps est récepteur de tout ça, est un réceptacle de tout ça et nous alerte ou pas sur le fait que ça va mieux ou ça va moins bien ou voilà, il y a des hauts et des bas. C'est super intéressant. Et alors, juste avant, parce qu'on a fait un bon teasing là du sujet du jour, j'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu sur toi, parce que tu as beaucoup expliqué ce que tu faisais aujourd'hui, mais un peu ton histoire, comment t'es venu justement pour bien comprendre après derrière éventuellement ton accompagnement. Souvent, ça vient de là, qui tu es vraiment, d'où tu viens, quelle est un peu ton histoire, comment ça t'est venu d'accompagner comme ça en tant que diététicienne et surtout pourquoi t'être spécifiquement dirigée vers cette patientèle-là qui est le sportif. Donc en fait, moi je viens d'un univers qui est l'univers de la santé, mais sur d'autres thématiques, puisque plus jeune, j'ai fait une école de commerce et j'étais plutôt sur le développement de nouveaux produits. Il s'est trouvé que dans mon parcours, j'étais plutôt dans l'industrie et dans l'industrie de la santé. Donc, j'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé avec des pharmaciens, enfin, donc quand même dans cet univers-là, sans avoir de connaissances spécifiques par rapport à ce monde-là. Donc, j'ai construit petit à petit. Et puis, mon parcours de femme, j'ai 4 enfants, donc j'ai toujours voulu 4 enfants, c'était un de mes vœux les plus chers. Donc, j'ai travaillé à temps plein jusqu'à ma troisième et j'ai quitté l'entreprise. Il y a une opportunité pour que je quitte l'entreprise
Entre ma troisième et ma quatrième, je voulais avoir ce dernier enfant libre de tout regard inquisiteur sur ma manière de gérer finalement mon travail que j'adorais parce que j'étais en déplacement à l'international, je prenais des avions, j'étais toujours en pleine forme quand j'étais enceinte. C'est un peu plus dur après pour la récupération, mais en tout cas, j'étais boostée par les hormones enceintes et donc je me suis posée et pendant quelques années, j'explique ça parce que peut-être qu'il y a des femmes qui vont nous entendre et que ces parcours de femmes, moi, je les trouve importants à exposer puisqu'on a toutes ou tous des parcours très différents. Et l'idée, c'est qu'on puisse justement ne pas suivre forcément une voie unique, mais essayer de comprendre qu'on a chacun son chemin à emprunter et que il ne faut pas hésiter quand on sent qu'on est prêt à le faire. Et donc, je me suis mis à mon compte à ce moment-là pour finalement être dans la formation et l'idée étant de maintenir mes compétences qui étaient avant tout l'anglais et donc le marketing, la communication. Et donc, je me suis mis à former des jeunes qui étaient à l'université, en BTS, etc., ou en école de commerce. Et puis, ça a duré un certain temps. J'étais très à l'aise aussi dans cette activité-là où je sélectionnais un peu plus mon temps, mes disponibilités, et donc j'arrivais à concilier un peu mieux ma vie de famille, profiter de mes enfants et de mon activité professionnelle. Et puis ensuite, le jour est venu pour moi de réintégrer ce monde un peu plus l'entreprise, que j'étais arrivée aussi au bout de mes expériences personnel à raconter à travers la formation, parce que pour moi, la formation, c'est des outils, mais aussi des expériences à partager. Et en parallèle, mon mari et moi, on avait monté un club de triathlon. Et sous les douches, en fait, après la piscine, j'ai été surprise d'entendre des hommes. C'est ça qui m'a surpris, en fait. C'était le lien qu'il y avait. Pour moi, il y en avait beaucoup moins. Des hommes qui étaient regardants sur leur poids de forme, parlaient de leur physique, de ce qu'ils ressentaient par rapport à leur poids en pratiquant l'activité sportive. Et donc, j'ai commencé à monter un blog sur le site du club de triathlon pour répondre à des demandes en fait en lien avec la nutrition et l'alimentation. Et petit à petit, l'idée a germé de travailler un peu plus. Donc, je me suis auto-formée dans un premier temps en continuant mon activité de formation. Et puis, j'ai eu aussi dans mon parcours de vie deux de mes filles dont on a fait une découverte de diabète de type 1, donc insulinodépendant, donc qui est une maladie auto-immune qui détruit une partie du pancréas, qui distribue l'insuline. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré une diététicienne. Et je me suis dit, tiens, il y a un métier qui est vraiment en lien avec ça, ce que je n'avais pas vraiment cherché. Je pensais qu'il y avait des médecins avant tout, etc. Et là, l'idée m'est venue effectivement d'en faire un métier et de me diriger un peu plus vers les sportifs. Voilà, mais ce que je voulais surtout pas retrouver, et il y a plein de moyens d'exercer cette profession, et notamment on peut très bien le faire à travers de la formation de groupe, etc. Mais j'ai à cœur, enfin moi aujourd'hui, je me nourris beaucoup des individus en fait, des problématiques individuelles. Et j'ai à cœur d'adapter en fait chacune des connaissances que j'ai sur l'alimentation à la personne. C'est pour ça que je parle beaucoup d'écoute et que je disais que dans la pratique de mon métier, c'était important de commencer de partir de la parole des gens, des individus, sur ce qu'ils ressentent, sur leurs impressions, leurs sensations, pour construire avec eux quelque chose qui leur convienne et qui soit personnalisé, adapté à leurs besoins. Et plutôt que de leur coller quelque chose qui, en théorie, fonctionne, effectivement, voilà, c'est ce qu'on appelle un régime en réalité, hein, puisque le régime est très cadré. Mais qui ne va pas être forcément adapté ou très pertinent pour cette personne-là. Donc, je me nourris de connaissances et je me nourris également des informations que donnent les patients pour leur concocter quelque chose qui soit vraiment adapté et personnalisé. Et ça, c'est toute la saveur de mon métier, on va dire. J'ai des parcours, des histoires de vie qui sont tout aussi passionnants que mes connaissances sur les aliments. Donc, C'est ce qui fait qu'une consultation est différente d'une personne à une autre également. exactement, tout Ah, à fait. je te rejoins complètement. Je me retrouve totalement dans ce que tu dis, parce que quand tu parles effectivement de connaissances, maintenant, il y a tellement d'informations disponibles, on va dire, gratuitement sur Internet, que si on n'est que transfert de connaissances, bon, la valeur ajoutée reste limitée
la grosse valeur ajoutée quand on est vraiment en situation de consultation et d'accompagnement individuel, c'est vraiment justement cette adaptation la plus individuelle possible. Et même des fois, effectivement, écouter et beaucoup écouter parce que la personne, elle a besoin en fait aussi de cet environnement-là d'expression qu'elle n'a pas forcément dans son quotidien. Et aussi le côté très pédagogique, parce que sur Internet, on peut avoir beaucoup d'informations, mais il y a peut-être un peu moins le côté pédagogique. Et c'est vrai que dans l'accompagnement, on peut amener cette partie-là. Et c'est ça qui, pour moi, est la grosse valeur ajoutée de l'accompagnement individuel, justement. Oui, et puis on est sur un métier, enfin sur des connaissances qui sont mouvantes, c'est-à-dire que les connaissances sur l'appareil digestif, les connaissances sur les aliments, c'est quelque chose qui est assez récent finalement, ou qui bouge. Il y a plein d'études contradictoires et je trouve que c'est ce qui nous permet d'éviter tout a priori finalement. Enfin, moi, je suis assez contente de ça, d'être dans cette période-là, puisque on est encore plus à l'écoute de ce que nous racontent les gens et on n'a pas d'a priori sur le fait que ce qu'ils nous racontent est en lien avec telle ou telle pratique, telle ou telle chose, tel ou tel aliment. Et j'aime leur dire, de toute façon, on teste, c'est-à-dire qu'on part du fait de tester des actions, de tester des organisations, de tester des aliments, de revenir à une histoire de seuil à ne pas dépasser. Donc, on reprend les choses vraiment, un travail de fond pour voir où ils en sont eux et essayer d'apprendre à mieux se connaître, hein. Et c'est ce que fait souvent aussi le sportif. Le parallèle est assez fort pour le sportif, puisqu'un sportif est en permanence à tester ses limites, apprend à chaque fois, finalement, lorsqu'il se dépasse ou pas, quelles sont les limites de son corps, quelles sont les limites de son mental. Et c'est apprendre à se connaître tout ça, finalement, connaître ses limites. Et ces limites sont mouvantes aussi, en fonction des jours, en fonction de l'environnement. Et c'est ça qui fait que les choses sont intéressantes. Alors justement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet en parlant de la digestion et des troubles digestifs chez les personnes sportives. On a commencé à en parler. Est-ce que déjà tu pourrais expliquer pourquoi les personnes très actives, justement, voire très sportives, sont sujettes aux troubles digestifs? Donc, les personnes actives physiquement peuvent être un peu plus sujettes aux troubles, enfin aux troubles de l'appareil digestif, tout simplement parce que il y a à la fois un stress qui peut s'exercer sur cet appareil digestif. Donc, le stress général de la personne en lien avec effectivement un événement important pour lui qui va se dérouler, donc là de l'ordre sportif, une compétition, un entraînement un peu plus intense, un chrono, un environnement qui change parce que des équipes, effectivement, quand on est en sport co, on se déplace, il y a des déplacements. Enfin, il y a tout un tas d'éléments de l'ordre de l'inconscient en fait qui se met en place et qui génère une pression sur l'appareil digestif puisque un stress souvent contracte musculairement enfin les muscles tout simplement. Et donc, comme ils ont des abdominaux, et ben, finalement, l'intestin ou l'estomac est contraint finalement d'avoir une place un peu moins importante ou à des pressions régulières et donc génère des troubles. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est souvent pour le sportif des chocs à répétition finalement sur cet appareil digestif. Donc tout simplement le fait d'être debout et de marcher génère un choc, des ondes de choc. Et donc, quand on court, quand on se déplace un peu plus vite, ben, ces ondes de choc, elles augmentent en intensité et en fréquence. Et ces ondes de choc ont la particularité, effectivement, de rendre moins aisée, finalement, la digestion dans son ensemble, peut être source d'accélérateur du transit pour tout ce qui est intestinal. Et la respiration et le cardio jouant aussi leur rôle. Et donc, on parle d'ischémie, c'est-à-dire d'une problématique finalement d'oxygénation de cet appareil digestif qui est moindre puisque l'oxygène est dirigé avant tout vers les muscles pour le sportif. Et donc, l'appareil digestif se retrouve dans un, finalement dans un environnement qui est un peu plus difficile. Donc, il y a à la fois de l'adaptation nécessaire et il y a des conditions extérieures qui, en plus, peuvent rajouter des complications comme la température extérieure, froid ou chaud, l'hygrométrie. Enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent jouer et faire que
les troubles digestifs se mettent en place ou pas d'ailleurs, hein, mais il y a des gens qui sont un peu plus sujets à ça, qui sont un peu plus fragiles aussi, parce qu'il y a aussi un terrain de fragilité et on a tous nos fragilités. Quoi qu'on fasse, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on peut accompagner ces fragilités, les diminuer, les contrôler un peu mieux, mais il y aura des gens qui seront toujours un peu plus fragiles que d'autres, quoi qu'ils fassent. Donc, l'idée, c'est d'accompagner au mieux et d'essayer de limiter l'impact finalement de ces troubles digestifs sur la performance ou sur le mental aussi des personnes, puisque souvent, quand on a une difficulté supplémentaire dans la réalisation d'un exercice physique, eh ben, le mental en prend un coup et on est moins à l'aise aussi, et donc la performance forcément aussi est dégradée. En effet, effectivement, en fonction de la santé du microbiote intestinal, on peut aussi avoir des personnes qui sont plus ou moins sujettes déjà à la base à ces troubles digestifs. Et en plus de ça, on peut rajouter le fait que, alors après, plus sur l'aspect naturopathique, je ne sais pas si tu l'abordes toi dans ta profession, mais la notion d'équilibre acido-basique du corps, et notamment le sport. Alors, tout effet stressant cellulairement, pas que uniquement au niveau du mental, induit une acidification du terrain et donc du corps. Et effectivement, un excès de sport, en tout cas du sport de manière intense, provoque du stress cellulaire et donc est source d'acidification du corps, qui derrière forcément engendre des troubles au niveau de différents organes, dont les organes de l'appareil digestif, et finalement qui sont énormément énergivores à la base. Tout à fait. Tout comme Oui. l'activité sportive intense qui est énergivore. Donc au bout d'un moment, quand on fait deux activités, quand il y a deux activités comme ça qui fonctionnent en parallèle, qui sont énergivores, la machine entière, elle sait plus trop où donner de la tête, et c'est là où peuvent apparaître des... Oui, et souvent la tâche se complexifie aussi parce que ces personnes-là, alors qu'elles soient parce qu'on parlait des sportifs de haut niveau, donc qui ne font que ça, mais ça reste des gens, je l'ai vu notamment sur des enfants ou des adolescents qui sont en pôle sportif, qui eux doivent gérer quand même une double vie, parce il y a la scolarité et puis le sport qui est entre 15 et 20 heures de pratique sportive par semaine, donc c'est assez important. Et on se retrouve avec des gens, mais c'est la même problématique que des personnes qui ont une vie professionnelle, qui ne sont pas des sportifs de haut niveau et qui pratiquent un sport à haute intensité, par exemple pour préparer un Ironman, donc un triathlon le plus long. On se retrouve bien souvent avec des plans d'entraînement où il y a plus de 20 heures en fait par semaine, donc plus les 35 heures de travail, plus la vie de famille, etc. Et on se retrouve avec des temps dans la journée pour s'alimenter qui sont aussi très contraints. Et donc, c'est un espèce d'enchaînement qui fait que les signaux ne sont plus les bons, c'est-à-dire les signaux de faim, de moins faim, et ça devient très compliqué de s'alimenter correctement pour compenser ou tamponner cette acidité, effectivement. Et comme Donc, tu le disais, j'ai envie de dire que le cas le plus critique, c'est ces personnes-là qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui s'entraînent comme si ça l'était, mais qui n'ont pas l'encadrement derrière, qui doivent balancer entre plein de choses dans leur vie. Et moi, ça fait écho complètement avec un ancien collègue que j'avais quand j'étais aussi en entreprise et qui faisait beaucoup d'Ironman. Et il se levait très tôt le matin pour faire sa session de vélo, puis après, il faisait sa session le midi de course et le soir de natation, ou inversement, je ne sais plus dans quel ordre il le faisait. Plus sa journée de travail, je voyais qu'il mangeait sur le pouce, il enchaînait les cafés pour tenir le coup. Donc rien, déjà à la base, ce ne sont même pas des principes d'hygiène de vie saine, on va dire, sains. Et encore plus, c'est vrai que quand on y rajoute tout ce stress et le fait de devoir passer d'une casquette à une autre, sans avoir l'encadrement propice comme le peut l'avoir un sportif de haut niveau, dont c'est la profession, c'est vraiment très, très contraignant pour le corps et pour le mental. tout à fait. Ok, alors du coup, maintenant qu'on a bien exposé le problème, on a bien compris la problématique, est-ce que tu peux nous expliquer justement, toi, Karine, quel est ton accompagnement spécifique en fonction justement des problématiques digestives que tu rencontres chez les sportifs? Quels sont les conseils nutrition, voire autres, que tu peux partager? Alors, je sais que tu vas être dans le côté très individuel, et là, on parle plutôt général, hein, parce que bon, on va pas non plus prendre un cas spécifique, mais voilà, si tu devais un peu résumer ton approche, ta manière d'accompagner, si demain il y a une personne, voilà, une très grande sportive qui vient te voir, comment, voilà, à quoi elle doit s'attendre en gros?
OK. Donc, tout d'abord, comme, tu dois le pratiquer toi aussi, l'idée c'est d'essayer de bien comprendre, bien cerner la demande, du sportif, hein, parce que souvent elle est multiple d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, l'élément déclencheur qui va être le trouble digestif, mais, il va y avoir d'autres éléments aussi, que le sportif, souhaiterait, gérer ou savoir, la gestion de son poids de forme, la gestion, des conseils sur, des aliments très spécifiques qu'il prend déjà de manière régulière, donc c'est très fou souvent la première consultation, c'est une consultation très importante pour nous en tant que soignants, mais où il faut savoir aussi mettre un peu d'ordre, c'est-à-dire essayer de discerner les priorités du sportif ou de la personne qu'on a en face de soi et de gérer progressivement ces priorités puisque on ne va pas tout pouvoir gérer en même temps. Donc l'idée, c'est déjà d'entendre très bien et d'être d'accord sur ce qu'il souhaite et dans quel ordre et quelles sont ses priorités. Une fois qu'on a, balayé tous ces éléments-là, moi je m'attache beaucoup à la manière dont, l'activité physique est organisée et notamment en termes d'horaire et d'horaire de repas. Donc il n'y a pas que le contenu de l'assiette, il y a également le moment où, les assiettes, sont mangées, ingurgitées et comment ça se passe justement, par rapport à l'activité physique? Est-ce que l'activité physique change sur le contenu et l'horaire du repas ou vice versa? En quoi, le sportif déjà essaye d'adapter le contenu de son assiette, son horaire de repas en fonction de son activité physique? Donc déjà, quand, les personnes évoquent ce genre de choses, quand on les questionne dessus, on voit très bien, quelle est la place qu'ils laissent à l'alimentation? Qu'est-ce qui prime? Comment ça s'organise dans leur vie ou quelles sont leurs contraintes tout simplement professionnelles qui fait qu'ils sont obligés d'aller courir, sur leur pause déjeuner entre midi et 2 et de s'alimenter sur le pouce comme tu disais. Donc déjà, on essaye de faire un état des lieux de ce qui se passe, de ce qui est fait et puis, à partir de cet état des lieux et donc de la demande initiale du motif de la consultation, je vais m'attacher moi, à décrypter finalement, on part souvent des 24 dernières heures. C'est assez simple, hein, on appelle ça le rappel des 24 heures. C'est-à-dire qu'on ne peut guère mémoriser ou se souvenir de ce qu'on a mangé, au-delà de 24 heures, c'est compliqué. Certaines personnes y arrivent assez bien, c'est rigolo d'ailleurs, de me décrypter les 3 derniers jours et souvent c'est que c'est une alimentation qui est déjà très cadrée ou très régulière, C'est ce mais que j'allais autrement dire, c'est que ça illustre une certaine l'autorité, exigence et oui, autorité vis-à-vis de son assiette quand on sait remonter autant de temps. Moi, j'aime bien des fois exact, demander effectivement d'avoir un petit journal alimentaire les quelques jours avant si je veux avoir quelque chose de plus représentatif parce que finalement, c'est oui, compliqué de se rappeler concrètement ce ouais. qu'on a mangé. Souvent, ça impressionne ce journal alimentaire, mais c'est vrai que c'est essentiel pour nous. Et c'est pas pour porter un jugement. Ce que je leur dis, c'est que c'est vraiment pour nous avoir quelque chose qui représente un peu mieux ce qu'ils font de manière spontanée et sur une durée plus longue, puisque 24 heures, comme je leur dis, alors on part des 24 dernières heures, mais on évoque aussi en quoi ces 24 dernières heures étaient spécifiques. Et je leur dis chaque jour est spécifique par rapport à une moyenne qu'ils entrevoient en fait, ou quelque chose d'un peu plus routinier. Donc, on part de là et à partir de là, en fait, avec eux, on envisage, en fait, on liste des leviers que l'on a à notre disposition pour résoudre la problématique. Là, en l'occurrence, pour le sportif qui serait en lien avec des troubles digestifs. Donc, ça part de l'hydratation, ça part des horaires de repas, ça part du contenu des repas, ça part de la quantité de fibres dans les repas. Donc, tout ce qui peut avoir un lien avec la problématique dans ce qu'il m'évoque, moi, je le souligne et en fait, je fais un listing à la fin de la consultation et à partir de ces leviers-là, qui sont des leviers qui nous permettront, à mon sens, de résoudre tout ou partie de la problématique, je leur demande d'en sélectionner 3. Donc ça, c'est assez instructif aussi parce que on voit effectivement, il y a des leviers qui sont plus ou moins difficiles à actionner et donc on entrevoit très vite aussi, par rapport à ce que ressent, le sportif, son intuition, comment il voit les choses. Il va sélectionner aussi lui des éléments, des leviers qui lui semblent plus ou moins porteurs ou plus ou moins compliqués à mettre en place. Et donc je me fixe 3 parce que c'est compliqué. Je leur demande simplement de sélectionner 3 leviers, parce que, et de les actionner sur un temps assez court.
mais assez court et assez long pour qu'on puisse comprendre finalement le bénéfice ou l'impact positif ou négatif de ces leviers-là. Donc, le temps sur lesquels on va les actionner, ça va être une semaine, 15 jours maximum. Et donc, je leur demande de se concentrer uniquement sur ces leviers-là, c'est-à-dire de faire pour le reste spontanément comme ils faisaient avant, et par contre de se concentrer sur ces leviers-là. Donc, ces leviers, ce sont par exemple d'ajouter ou d'enlever des fibres dans l'alimentation, donc de végétaliser plus ou moins l'alimentation. Ça va être de varier plus ou moins, je parle du sportif là, hein, donc je vais sur des leviers qui sont souvent actionnés, les féculents, c'est-à-dire d'être sur une variété de féculents et pas uniquement des féculents à base de blé ou chargés en gluten qui peuvent avoir une conséquence sur des ballonnements, sur des gaz de l'appareil digestif. Ça peut être l'hydratation, tout simplement, puisque l'hydratation, c'est un des premiers piliers qu'on remet en place si elle n'est pas en place, puisqu'elle est hyper importante et par rapport à la désidification et par rapport à l'inflammation et par rapport aux troubles digestifs. Donc, dans l'hydratation, il n'y a pas que la quantité à boire, il y a aussi comment et quand j'arrive à boire. Et donc, une fois qu'on a ces 3 leviers en place, le sportif ou la personne va va les actionner dans sa vie et va noter aussi. C'est là que je demande effectivement d'essayer de tenir un journal alimentaire pour à la fois noter ce qu'il fait et noter ses sensations d'un point de vue faim ou pas faim, parce que ça, c'est hyper important aussi pour un sportif, puisque les signaux de faim ou les signaux de ne pas avoir faim sont très liés à la pratique de l'activité sportive. C'est-à-dire qu'on sait que pendant la pratique de l'activité sportive, il est rare d'avoir faim sur des temps assez courts, hein, bien sûr, sur des temps d'entraînement classiques. Et puis, dans l'heure qui suit, en général, on n'a pas faim. Et donc, la faim revient au bout d'une heure après la pratique sportive. Donc, on travaille beaucoup sur ces signaux-là et aussi sur les troubles digestifs, justement, ballonnement, gaz, douleur de la partie haute ou de la partie basse, finalement, de l'appareil digestif. Donc, soit les intestins, hein, on se concentre sur les intestins, grosso modo, ou l'estomac. Hein. C'est vraiment les deux sources de troubles digestifs qui sont liés à des choses très différentes d'ailleurs. Et puis, ils reviennent avec ce qu'ils ont noté et c'est là que tout commence finalement. C'est là qu'on va ensemble euh, mettre en place un plan qui permette de redéfinir des seuils euh, qui leur permettent d'être à l'aise avec une alimentation la plus variée possible, puisque moi, quand même, mon métier en tant que diététicienne reste d'ouvrir le plus largement possible les portes sur l'alimentation. C'est-à-dire, avant de se restreindre, de commencer par tester si effectivement il y a des aliments qu'il faut absolument éviter dans certaines situations. Ça peut être assez rapidement déterminé, mais parfois les sportifs ont déjà enlevé beaucoup de choses. Ils arrivent à en ayant enlevé beaucoup de choses parce que intuitivement, ils ont géré un certain nombre de choses, mais il est important pour moi d'arriver à les retester s'il n'y a pas eu en fait d'examen biologique ou de voilà, je ne force pas les gens, bien sûr que si quelqu'un me dit ben non, ça me donne des hauts le cœur de manger tel ou tel aliment, ou bien je suis en diarrhée directement dès que je prends un laitage, je ne vais pas forcer, on est d'accord. Mais parfois, quand il n'y a pas d'explication ou pas de, en tout cas, après avoir mis en place par lui-même des choses et qu'il ne voit pas le bénéfice, on réintroduit petit à petit pour voir s'il y a des seuils qui ont été dépassés ou si dès la première petite réintroduction, il y a à nouveau des symptômes qui se mettent en place. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de connaître un peu mieux comment fonctionne l'appareil digestif de cette personne-là et quelle est l'amplitude finalement que l'on a devant nous pour appréhender les différentes situations. Donc ça, c'est la première étape qui s'apparente vraiment au socle du quotidien du sportif dans le cadre de ses entraînements. Et puis ensuite, les sportifs-là, souvent, ont des projets. C'est-à-dire que quand ils viennent me voir, ils viennent me voir parce que ça fait un certain nombre d'années qu'ils traînent des petites pathologies, des troubles, etc., qu'ils n'arrivent pas à résoudre, qu'ils essayent de résoudre par eux-mêmes, parce que les sportifs sont des personnes qui sont assez curieuses et vont beaucoup chercher d'informations sur Internet, lisent beaucoup, etc. Donc, ils arrivent avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses qu'ils ont déjà testées. Et donc, moi, dans mon métier quand même de praticienne, c'est important que j'arrive, moi, à refaire un semblant de chemin avec eux dans les tests quand même aussi, pour essayer de comprendre si le test a été fait
dans les règles de l'art, entre guillemets, correctement, ou bien si on peut réouvrir une porte qui a été fermée un peu brutalement, parce que quand on empile finalement des actions, à un moment donné, si on les fait de manière désordonnée ou simultanée, on ne sait plus finalement le bénéfice ou la problématique, à quel aliment, quel ingrédient elle est liée. Donc on est obligé d'aller étape par étape. Oui, c'est Donc ça, suivre un protocole et ne pas non plus jouer sur tous les exactement. facteurs. Sinon, c'est Voilà, compliqué tout à fait. après. C'est un protocole qu'on met en place. Et ensuite, c'est 2 consultations. Ensuite, la troisième consultation, on va s'attacher à, en fonction du plan d'entraînement, donc à vraiment caler l'alimentation sur le plan d'entraînement. Et donc, souvent, ça arrive sur un plan d'entraînement qui prend en intensité et en quantité horaire, hein. C'est-à-dire que les entraînements, soit sont des entraînements qui sont plus longs, plus récurrents, donc une répétition plus importante. Et donc là, on commence à être plus ou moins en configuration vraiment de préparation importante de l'épreuve sportive qui s'annonce, où il va falloir être au top. Donc, on travaille différentes choses. Donc, les troubles, on teste les aspects sur les troubles digestifs, mais on essaye aussi d'optimiser le poids, parce que souvent, il y a une problématique de poids aussi, qui peut être liée en tout cas, ou d'hygiène de vie en général, qui va être hyper importante à caler à ce moment des entraînements, donc là, au moment où le plan d'entraînement s'intensifie un petit peu. L'idée étant de préparer, bien sûr, l'épreuve sportive, la compétition que le sportif est en train de préparer. Et puis, donc, on va mettre en place là sur des sorties longues, ce que j'appelle les sorties longues, donc des sorties qui durent plus d'une heure. On va commencer à s'entraîner, à tester des choses, à tester des quantités de liquide, la capacité à mastiquer sans avaler trop d'air pendant l'épreuve sportive, si on peut. Enfin, si c'est l'objet de, enfin, si c'est, on doit pouvoir le faire pendant l'épreuve sportive. On va tester l'osmolarité de la boisson, donc quel est le seuil pour cette personne à ne pas dépasser pour bien absorber les glucides. On va tester les goûts. Enfin, il y a plein de tests qu'on va générer pendant ces entraînements-là. L'idée étant d'apprendre à se connaître et ensuite de définir un protocole vraiment assez précis pour ce qui va se passer au moment de la compétition. Et là, on est obligé de tenir compte d'encore plus d'éléments qui vont être, je vous parlais de l'hygrométrie, de la température extérieure. Donc ça va jusque-là en fait, hein. Ça va jusqu'à anticiper un petit peu la météo de cette épreuve sportive, si ce n'est pas un sport en salle bien sûr, pour essayer de comprendre comment on va pouvoir au mieux adapter les seuils qu'on a décelés chez cette personne-là avec l'environnement, le contexte en fait, qui est plus ou moins compliqué pour cette personne-là. Et Et la donc, veille d'une épreuve sportive, qu'est-ce que tu conseilles justement? la veille d'une épreuve sportive, alors les épreuves sportives, pour moi, se préparent pour des sports d'endurance, hein. Donc, ce que j'appelle un sport d'endurance, c'est un sport où on va pratiquer plus de 3 heures, finalement, l'activité physique d'affilée. On va travailler en amont, une semaine en amont, en fait, hein. L'idée, c'est de travailler sur un régime qui va être allégé en énergie, allégé finalement en glucides dans un premier temps, sur les 3 premiers jours, et puis les 3 jours qui précèdent l'épreuve sportive, on va au contraire augmenter la quantité de glucides, mais des féculents plutôt à base de féculents, donc de glucides lents, pour optimiser la charge glycogénique en fait du muscle. Donc le glycogène qui est le sucre qui s'apparente, qui va tout de suite nourrir le muscle pour la contraction musculaire. Et donc on va faire ce qu'on appelle le régime dissocié modifié, qui est un régime en fait où on travaille à la fois la quantité de fibres et à la fois la quantité de glucides et bien sûr l'hydratation. Donc on aborde ça sur une semaine finalement, tout en sachant que justement, c'est pas ce que j'explique souvent aux gens, c'est pas la veille, c'est-à-dire que la veille, on est prêt normalement. C'est-à-dire que les ajustements qu'on fait dans les derniers repas, il faut être plus à l'écoute de son besoin plutôt qu'être de rentrer dans un plan alimentaire ou dans un régime ou dans quelque chose qui est très cadré. C'est-à-dire que les recharges doivent être correctement faites. Il faut juste s'attacher à maintenir ces recharges finalement de glycogène, donc de sucre du muscle, au top. Donc, on va en perdre
en étant un peu plus stressé, par exemple. Donc, on va perdre aussi d'hydratation si on a des déplacements, parce que souvent, il y a des déplacements qui sont avant les épreuves sportives. Donc, on modifie le contexte. Donc, le contexte va avoir un impact forcément sur la manière dont on s'alimente ou dont on s'hydrate. Donc, l'idée, c'est d'être plus attentif à ça que fondamentalement ce gros travail qui aura été fait en amont, en fait. Voilà, Et, donc c'est pas tout à fait la veille qu'on va changer les choses. La veille, je leur demande plus de s'écouter. Bien sûr qu'il y a des éléments qu'on va éviter la veille, qui vont être, mais c'est vraiment dans les 3 derniers jours, c'est pour ça qui précèdent l'épreuve sportive. On veut faire attention à la quantité de fibres, on veut faire attention à la digestibilité en fait de ces aliments. C'est pas la veille qu'on va mettre des protéines. Enfin, ça sert à rien d'aller charger en protéines, en matière grasse la veille. Donc, parfois, il y a aussi des idées reçues, hein. Je vois beaucoup de jeunes sportifs qui mettent beaucoup de protéines dans leur petit déjeuner le jour de l'épreuve sportive. Et c'est pas là que, voilà, on va faire fabriquer des hormones. On aurait besoin de fabriquer des hormones à outrance ou de la masse musculaire. C'est pas à ce moment-là. les protéines sont là effectivement pour la reconstruction musculaire. C'est pas la veille d'une épreuve qu'on Voilà. va essayer de s'attarder à reconstruire le muscle, enfin à construire le muscle plutôt après, pour le coup, enfin pendant l'entraînement, Ouais. puis ensuite après l'épreuve. Mais justement, Ouais. c'est justement là que je voulais t'amener sur la notion de fibre, etc. Parce que moi, je sais que, alors avec mes connaissances, bon, les fibres sont excellentes, hein, je les conseille forcément, mais elles peuvent être compliquées à digérer. Elles sont compliquées à digérer, notamment tout ce qui va être aliments crus, etc. Et donc, sur une épreuve comme ça sportive, où il y a déjà en plus un terrain où il y a des troubles digestifs, j'aurais eu tendance en tout cas à limiter la proportion de Oui. fibres, le temps d'eux, et Mm. aussi par exemple tout ce qui va être, comme tu le disais, des aliments qui sont compliqués à digérer, typiquement les protéines qui sont acidifiantes en plus, et le gras. Mais quand je parle de ça, c'est vraiment limite le jour même, où là le système digestif, l'objectif étant qu'il soit au maximum au repos pour garder l'énergie pour l'exécution des mouvements. Effectivement, en fait, juste avant l'épreuve, l'idée, c'est d'avoir un estomac libre, enfin libre de toute charge, c'est-à-dire que tout ce qu'on va ingurgiter va transiter très rapidement dans l'estomac. Donc, le dernier repas, imaginons que l'épreuve soit le matin ou dans la matinée, donc il y a un petit déjeuner. Le petit déjeuner doit être le plus liquide possible, finalement, pour qu'il n'encombre et ne charge pas l'estomac, et le plus allégé d'un point de vue protéines et matières grasses, puisque c'est ce qui reste le plus longtemps dans l'estomac, hein. Donc, c'est le temps de digestion qui se passe dans l'estomac pour ces aliments-là, enfin pour ces nutriments-là, qui peut être problématique. Et c'est problématique tout simplement par rapport à la cage thoracique et la respiration. C'est-à-dire que si on a un estomac plein, eh ben, notre respiration pourrait être moins aisée. Et puis, on peut avoir des hauts le cœur parce que ça brasse, etc. Donc, par exemple, un triathlète, sa première épreuve, c'est quand même la natation. Souvent, c'est en mer. Il peut y avoir une mer déchaînée et faire que très vite, même sans avoir un estomac plein, on a des hauts le cœur de toute façon, les tasses d'eau salée qu'on boit, etc. Ça peut très vite devenir très problématique sur l'épreuve suivante qui va être le vélo, où vraiment on n'est pas bien, on passe son temps à avoir des retours de l'estomac. Donc, ça, c'est la première chose, effectivement, c'est de faire attention que l'estomac soit bien vidangé, hein, donc soit bien vide au moment où on aborde l'épreuve. Et c'est encore plus important par rapport au stress, puisque le stress va induire aussi une complication de la respiration, et qu'on doit au contraire essayer de s'apaiser à travers la respiration, donc pouvoir faire des mouvements longs et profonds de respiration, expiration, inspiration. Donc, des petits mouvements saccadés pour essayer de s'oxygéner. Ensuite, par rapport aux fibres, on est plus là sur ce qui se passe au niveau des intestins, puisque les fibres ont la particularité d'accélérer, enfin, en tout cas de réguler le transit, hein, on va dire. C'est vraiment un très bon régulateur du transit. Et on s'en sert beaucoup aussi dans l'alimentation pour piéger des matières grasses en excès, donc pour des personnes qui ont des problématiques de poids, ou pour diffuser plus lentement les sucres, les glucides, donc de manière à éviter le pic de glycémie. Donc, ces fibres sont essentielles pour tout un chacun, même pour le sportif, c'est là où c'est compliqué, mais elles peuvent devenir problématiques à l'approche d'un entraînement intense ou d'une compétition. Donc là, il va falloir réguler. Donc déjà, avant d'enlever la quantité de fibres, on va en enlever, c'est certain, mais en tout cas, on va travailler sur la qualité de ces fibres. C'est-à-dire qu'il y a deux types de fibres. Il y a les fibres dures, qui sont certaines fibres qui finalement sont assez rigides et vont gratouiller l'intestin, donc avoir cette capacité à accélérer le transit. Donc on veut surtout éviter ça. Et puis, parce que l'intestin est déjà ballotté, a déjà des secousses, va avoir des secousses par rapport aux entraînements ou aux compétitions. Et puis le stress en plus qui va impacter l'intestin.
Donc, on évite les fibres dures et on va essayer de cuire aussi les aliments au maximum. Donc, tu parlais du cru, pour que ces fibres soient ramollies et moins d'impact sur le transit. Et on va essayer quand même de garder, alors, c'est pas forcément un régime comme avant une coloscopie, par exemple, où on doit enlever tout type de fibres. On va les limiter. C'est-à-dire que ce que j'aime à dire souvent aux sportifs, c'est qu'il y a quand même un entraînement de l'appareil digestif aux secousses, à cette capacité à bien gérer l'absorption des glucides, à bien gérer les fibres, etc. C'est ce fameux microbiote qui va se développer correctement et qui va nous aider à bien assimiler et pour pouvoir poursuivre finalement une alimentation équilibrée, quoi qu'il arrive, entre guillemets. Donc, on va limiter, on va diminuer, d'où l'intérêt de les avoir peut-être aussi augmentés auparavant, au moment des entraînements qui sont un peu moins intenses, pour avoir cette capacité finalement à garder certaines qui vont quand même apporter une hydratation qui va être intéressante. Et donc, on va garder les fibres douces et puis travailler la texture. Donc, aller sur des textures plus broyées, des fibres cuites, du mixé, enfin des petites particules pour que l'aspect mastication qui peut être fait de manière trop rapide pour prédigérer certaines choses ou aider la digestion ait moins d'impact. Enfin, on va prévenir tout un tas de choses finalement qui est fait normalement, spontanément par la personne et qui là peut être oublié parce qu'on est concentré sur son objectif sportif. Donc effectivement, dans les 3 derniers jours qui précèdent l'épreuve sportive ou l'entraînement un peu plus long, on va vraiment diminuer, voire enlever certaines choses au niveau des fibres, entre autres. Et puis faire qu'on se retrouve sur un régime, finalement, si on parle de régime, parce que nous, les diététiciennes, au départ, notre métier était fait pour accompagner des gens qui avaient des pathologies. C'est pour ça qu'on parle de régime, hein. Aujourd'hui, on parle de régime pour perdre du poids, mais en réalité, un régime, à la base, ce n'était pas du tout pour faire du poids, c'était pour arriver à avoir l'ensemble des nutriments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments pour des personnes qui n'avaient pas la capacité à aller vers une diversification alimentaire, totale. Donc là, on va parler d'un régime normal léger, c'est-à-dire qu'on va alléger la partie digestion au niveau de l'estomac. Donc, on va alléger en matière grasse, on va alléger en protéines et puis on va alléger en fibres aussi pour soulager l'intestin après. Et l'idée aussi, parce que le transit met jusqu'à 72 heures, hein, on parle de quelques heures à 72 heures, donc 100 heures, c'est 3 jours. C'est pour ça qu'on repart de 3 jours avant l'épreuve sportive pour faire que cet intestin soit le plus allégé possible en fibres quand même, puisque ces fibres, on va avoir cette capacité à faire que l'intestin soit plein de sel, hein, puisque les fibres vont jouer sur la qualité des sels, et faire que donc le transit avec les secousses ne soit pas accéléré, qu'on ne se retrouve pas en diarrhée en pleine épreuve sportive, si on veut être très cru. Ce serait inconvénient quand même, hein. Et justement, tu parlais de mastication, donc on sait que la mastication, c'est extrêmement important dans le processus digestif. Mais lors d'une épreuve sportive relativement longue où les sportifs vont être amenés à prendre des collations, je prends par exemple des personnes qui font des marathons en courant, il y a des personnes qui vont prendre des choses qui vont devoir mastiquer, des pâtes dures par exemple. Toi, tu conseilles ou non? Parce que j'aurais tendance à dire que c'est compliqué de... Enfin, je pense que la plupart de ces personnes-là ne prennent pas forcément le temps de bien les mastiquer, justement, qui peuvent d'ailleurs engendrer des désordres digestifs pendant l'entraînement. Est-ce que toi, tu as des collations spécifiques que tu es amené à conseiller justement à ce genre de personnes ou au contraire à déconseiller? Alors en fait, du coup déjà, même si on évoque une épreuve sportive comme le marathon, les premiers qui vont faire le marathon en 2 heures à peu près, hein, vont pas du tout avoir les mêmes problématiques que les personnes qui vont mettre 5 heures à faire un marathon. Donc déjà, sur 2 heures, on peut tenir plus facilement sur uniquement des boissons chargées et puis une bonne recharge glycogénique qui précède. Donc une bonne gestion de son tempo, de son rythme, etc. Donc on voit bien que déjà, il y a une très grande diversité par rapport aux sportifs et c'est pour ça qu'on s'attache aussi au niveau du sportif. C'est-à-dire qu'on est obligé de comprendre dans quelles conditions et comment il se prépare à son épreuve, lui, d'un point de vue performance, quelle est sa performance attendue. Et en fonction du temps, de la durée de l'épreuve sportive, on va adapter des choses en amont et pendant l'épreuve sportive. Donc déjà, ça peut être complètement différent entre quelqu'un qui fait un marathon en 2-3 heures et puis celui qui le fait en 5 heures.
Ensuite, je me fixe justement de ne pas avoir de règles. Je sais que forcément, tout ce qui est liquide, semi-liquide, donc tout ce qui est compote, va forcément rester moins longtemps dans l'estomac et transiter plus rapidement d'un point de vue énergétique, hein, si on est sur des glucides qui doivent arriver rapidement pour la contraction musculaire. Mais en même temps, pour des épreuves longues, je pense aux trailers, aux ultra-trailers, on ne peut pas, ou c'est difficile de ne rester que sur du liquide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'estomac n'a plus cette capacité, l'intestin à absorber du liquide. Donc, il va falloir jouer sur différentes textures et adapter en fonction du besoin et de l'envie du sportif. Et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il y a d'une part tout ce qu'on sait sur l'alimentation et puis d'autre part, il y a le besoin physiologique ou même la capacité que va avoir le sportif à pouvoir quand même apporter de l'énergie, même s'il il est dans un moment où il n'éprouve pas la faim, où il a des difficultés à mastiquer, où il a des difficultés à aller vers certaines odeurs, vers certains aliments, etc., pendant sa course. Donc, c'est un apprentissage, c'est pour ça qu'on parle d'apprentissage et que je leur demande souvent, en termes de préparation, à préparer l'appareil digestif et à se préparer aussi à savoir boire en courant. Et ça, c'est pas rien non plus, de savoir boire en courant sans apporter trop d'air finalement avec la boisson, à savoir mastiquer en courant, donc c'est un apprentissage aussi, et à se diriger avant tout vers, c'est-à-dire à ouvrir au maximum la palette de choses qu'il saura faire pour ensuite, finalement, avoir cette assurance-là de savoir faire plein de choses et que forcément, pendant l'épreuve, ça va se contracter, se diminuer. Il y aura des moments où il ne saura plus faire grand-chose, mais il faudra quand même s'alimenter, il faudra quand même s'hydrater. Il y aura toujours dans cette palette-là quelque chose qu'il saura faire ou qu'il pourra faire. Donc, à un moment donné, on se retrouve effectivement, dans tous les cas, à préparer quelque chose, à être dans la théorie de ce qui va se passer en fonction de la température, en fonction des conditions physiques, d'un tas de choses, du mental. Et puis, il y a la réalité des choses qui va se dérouler. Et là, et ben, dans la réalité, on voit bien que j'ai suivi des ultra-trailers, et ben, au coup par coup, on est obligé de changer complètement de fusil d'épaule et les réoriente sur d'autres possibilités. Donc ça, c'est mes connaissances qui vont faire qu'il y a des équivalences qu'on peut faire et qui, en fonction du contexte, vont être nécessaires de mettre en place. Il y a deux types de sportifs globalement que j'ai rencontrés, c'est-à-dire qu'il y a des sportifs qui ont besoin d'avoir un plan hyper précis, d'être accompagnés, de savoir quasiment à l'heure près ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire. Et ça, c'est assez simple pour moi et pratique puisque on est très proche de la théorie et on voit bien effectivement comment ça peut aider le sportif. Et puis, il y a des sportifs qui... Alors, c'est rigolo parce que je trouve que c'est plutôt les femmes qui sont plus aptes à gérer de cette manière-là, sur l'intuition. C'est un peu plus sur l'intuition, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont testé un tas de choses, se connaissent plutôt bien, vont avoir dans leur sac, donc là je parle des preuves d'endurance, tout un tas d'éléments qu'elles savent manger, qu'elles savent qui sont intéressantes pour elles par rapport à l'apport d'énergie, et qui vont, en fonction du moment, du ressenti, sélectionner, et en fonction du goût et de l'appétence qu'elles vont avoir pour cet aliment-là. Et au final, ça va se faire dans quelque chose qui n'est pas forcément très bien ordonné, mais elles maîtrisent les bases qui sont une hydratation et une alimentation régulière, puisque c'est la régularité qui compte. Là, à nouveau, on est à nouveau dans quelque chose qui est de cet ordre-là. Euh, Elles vont anticiper un coup de moins bien quand elles sont en général en pleine forme. C'est là qu'elles se disent attention, je suis très bien, j'ai besoin de rien, mais c'est là justement qu'il faut prévenir la suite, c'est-à-dire que on sait bien qu'avant une hypoglycémie, c'est là qu'on se sent mieux parce qu'on est juste sur le fil à l'équilibre et que cet équilibre-là, il est assez précaire et qu'on peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est ces personnes-là, en général, qui ont le plus de facilité, je dirais, pour gérer leur alimentation et gérer aussi leurs troubles, enfin, les difficultés qu'elles ont. La problématique du sportif, je dirais, pour l'alimentation, ça va être tous ces a priori qu'elle va avoir. Et c'est là où ça va être compliqué, effectivement, d'essayer de sortir cette personne-là des a priori ou de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a déjà testé. Et notamment des personnes qui, voilà, pour lesquelles j'ai encore du mal, moi,
enfin où j'ai pas eu de grand succès, parce que parfois je n'y parviens pas, parce que souvent je sens qu'il y a des blocages sur des choses que le sportif doit absolument. Et moi, je sens que c'est peut-être là-dessus justement qu'il faudrait qu'on arrive à progresser. Par exemple, une boisson de l'effort qui va être faite de manière artisanale ou par lui-même. J'ai rien contre ça, hein. Au contraire, je commence toujours par ça. Mais ça peut avoir ses limites sur une épreuve extrêmement longue où il va manquer certains minéraux et qu'on va avoir du mal à intégrer dans la boisson, voilà, facilement en fait. Et il faut se rendre à l'évidence qu'il y a quand même aujourd'hui tout un tas d'outils, un panel en fait alimentaire et de boissons pour le sportif qui sont plutôt bien faites, plutôt pratiques, euh, qu'on peut adapter aussi en quantité, parce que les quantités ne sont pas toujours adaptées dans ce qui est préconisé. Et c'est là que mon rôle intervient, c'est-à-dire d'être vigilant sur la qualité de cette boisson-là, et puis après de trouver le juste milieu pour que le sportif arrive à bien s'hydrater sans qu'il ait une lassitude de la boisson, sans qu'il ait une lassitude du goût, et qu'il ait cette capacité aussi à apporter de l'eau de temps en temps, uniquement de l'eau avec un aliment qui a à mastiquer, par exemple, plutôt que d'avoir toute son énergie dans son hydratation. Donc, il y a tout ça, en fait, qui intervient. Et moi, j'ai suivi des ultra-trailers sur des courses longues, l'UTMB. Je ne sais pas si tu connais l'UTMB, en Ah fait. oui. Mm, Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque point de ravitaillement, dans cette discussion qu'il y a, d'ailleurs, les ultra-trailers, enfin, les sportifs de haut niveau ont des gens qui les suivent, hein, au niveau du massage, de l'alimentation. Et donc, c'est dans cet échange-là qu'il y a au moment de la course qu'on comprend bien que c'est extrêmement complexe et qu'à un moment donné, il faut savoir guider sans trop forcer, c'est-à-dire arriver aussi à faire que la forme d'intuition qu'il peut avoir quand même le sportif en étant très fatigué va dans son sens, mais à un moment donné, par rapport à ce qu'il décrit aussi, le guider et le forcer, entre guillemets, un petit peu à aller quand même vers un apport d'énergie suffisant pour lui avant qu'il tombe du mauvais côté. Et que la problématique du sportif, ça va être effectivement de remonter la pente, c'est-à-dire que s'il y a un problème d'hydratation, où on est allé trop loin, ou un problème énergétique, le temps de remonter tous les curseurs au bon niveau pour reprendre finalement une performance au niveau, reprendre la course, être en pleine forme, avoir l'attention nécessaire pour l'épreuve sportive, et ben ça, voilà, on est dans une contre-performance déjà, puisque ça prend voilà, d'une demi-heure à plus d'une heure de parfois remettre tous les niveaux à plein. Et puis il y a des sportifs qui, malheureusement, alors de moins en moins, mais on en voit quand même encore sur des épreuves longues qui ont des graves problèmes de surhydratation ou de sous-hydratation qui vont mettre en danger leur vie carrément, hein. Donc c'est quand même pas rien que de se préoccuper de tout ça. oui. Euh, C'est un fin mélange entre l'écoute de ses sensations, mais au bout d'un moment, des fois, on peut plus écouter ses sensations parce qu'on a limite peut-être plus de sensations. Il faut remettre un peu de cadre et bien s'attarder à respecter ce cadre-là, quoi. C'est pour ça que le plan, c'est-à-dire l'anticipation des choses est importante, puisque quand on est dans une épreuve sportive longue, entre autres, ou même intense, hein, je pense à un match de volley ou de basket ou autre, et ben toute son attention est focalisée sur la performance, sur l'événement, et le reste devient annexe. Mais si on a déjà des automatismes, si on a déjà développé une capacité à bien s'hydrater, à avoir des réflexes en fait, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre d'automatisme, on n'a plus besoin d'y mettre une pensée, un effort psychique, et ben les choses se passent mieux. Et ensuite, il va falloir apporter au sportif l'assurance ou la confiance suffisante dans sa connaissance qu'il a, plutôt de lui-même et aussi de ce qu'apporte tel ou tel aliment pour qu'il puisse réajuster au fur et à mesure. C'est-à-dire que le diététicien ne va pas suivre derrière, il ne va pas être derrière tout le temps. Et donc, il faut qu'il sache lui aussi comment adapter en fonction de son ressenti et qu'il ait suffisamment confiance en lui-même, en ses connaissances pour le faire correctement. C'est-à-dire que voilà, qu'il accepte parfois de ne pas toujours tout savoir, mais qu'il se laisse guider aussi par ses intuitions et par les quelques connaissances qu'il a acquises pour aller dans le bon sens. Et l'idée, c'est de tenir sans se blesser et d'aller au bout finalement d'une épreuve, puisque sur des épreuves longues d'endurance, l'idée, c'est de finir avant tout, hein, même bien avant la performance, c'est de finir et de pouvoir se refaire plaisir, puisque souvent, c'est des gens qui ont du plaisir
à se mettre sur ce type d'épreuve de manière répétitive, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas être blessé à l'issue de l'épreuve sportive. Donc, d'être sur une forme de durée. Merci beaucoup, Karine. C'est très, très riche. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que justement, tu aurais, pour les personnes qui vont peut-être se lancer dans une épreuve sportive dans les prochains mois, est-ce que tu aurais allez, 3 conseils très concrets à leur partager pour justement qu'elles évitent éventuellement, même si elles n'ont pas de troubles digestifs, mais qu'elles évitent d'en développer et qu'elles vivent bien leur future compétition? Déjà, quand on se lance dans une épreuve sportive, ça demande une préparation. Donc, une préparation physique, un plan de préparation physique qui doit être important et suffisant. C'est-à-dire que souvent, j'ai des sportifs qui me disent, là, j'ai eu un trouble digestif, mais je sais que où j'étais pas bien, parce que parfois, c'est pas non plus lié uniquement à l'appareil digestif, c'est un ensemble. Mais je sais que c'est dans mon plan d'entraînement, j'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais et à la hauteur de la compétition ou de l'épreuve. Donc ça, c'est hyper important aussi de se donner les moyens en temps et en énergie pour préparer de manière correcte une épreuve sportive. Donc ça, c'est la première chose. Et dans cette préparation, de toujours intégrer déjà l'hydratation et la capacité à s'alimenter, à apporter de l'énergie pendant l'activité physique. Donc ça, c'est un entraînement aussi. C'est-à-dire que je leur colle l'entraînement, c'est d'arriver à s'alimenter, à s'hydrater pendant cette préparation-là aussi, de manière régulière, répétée, et à commencer à tester des choses qui sont à la fois de l'eau, mais aussi des boissons énergétiques. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'arriver extrêmement bien hydraté. C'est vraiment le socle voilà, pour tout, l'hydratation, mais encore plus pour le sportif. D'arriver toujours à une épreuve sportive en étant extrêmement bien hydraté. C'est-à-dire que il faut que les jours précédents, dans les 3 jours qui précèdent, même avant, enfin tout le temps, mais en tout cas vraiment coller au plus près à la nécessité d'une bonne hydratation, donc qui est au minimum ce 1,5 litre par jour, en dehors de toute activité sportive ou physique, qui doit arriver par le biais de l'eau, hein, sans compter les autres boissons voilà, qui vont justement trouver peut-être une place un peu plus juste et un peu plus adéquate dans leur hydratation. Et ensuite, ça va être d'arriver finalement en ayant une charge de glycogène, donc de muscles, de sucre qui est rattaché au muscle optimal pour bien démarrer l'épreuve et arriver à gérer au mieux, dès le démarrage, finalement, cette arrivée d'énergie pour soutenir la contraction musculaire. Donc, c'est vraiment la préparation en charge de glycogène qui va être importante. Cette charge de glycogène, de toute façon, ne peut se faire qu'avec l'hydratation. Donc, tout est lié. Il va falloir boire particulièrement lors des 3 jours qui précèdent l'épreuve sportive, tout en mettant un peu plus de glucides. Sélectionner les glucides qui vont bien, c'est-à-dire souvent on enlève en fait tout ce qui est à risque de ballonnement ou de gaz, donc tout ce qui est en charge de gluten plus importante. Donc on va essayer de balayer un peu plus large sur les féculents et éviter de partir sur des aliments qui sont plus à base de blé. Parce qu'en fait, on a une quantité d'énergie qui doit venir par les sucres qui fait aussi qu'à un moment donné, on peut dépasser des seuils de tolérance finalement à ce fameux gluten qui peut générer ballonnement et gaz et donc indisposer l'intestin, hein, puisque s'il est rempli de gaz, en fait, ça tire sur les tissus et c'est très douloureux. Donc déjà, éviter de tomber dans ce piège-là. Et quand on parle de la pasta party qui précède un événement sportif, voilà, pensez autre chose que pâtes, riz, il y a plein d'autres féculents qui sont plutôt sympathiques. Donc de trouver l'alimentation qui convienne bien pour que justement, juste les heures qui précèdent ou les derniers repas qui précèdent l'épreuve sportive, on n'ait plus qu'à finalement compenser les petites déperditions finalement d'énergie, de glycogène liées aux muscles, hein, et ne pas avoir à se remplir à tout prix l'estomac ou avoir cette injonction
si important de dire, oh là là, il faut que je fasse attention, j'ai besoin d'énergie, donc là, il faut que je charge. Non, c'est pas dans le dernier repas ou dans les derniers repas qu'on charge son assiette. Au contraire, on est déjà un peu tendu, donc la digestion se fait un peu plus lentement. Donc là, l'idée, c'est de ne pas avoir à s'imposer ça et donc d'avoir préparé suffisamment à l'avance cette charge de glycogène. L'hydratation et la charge d'énergie, en fait, qui précède. Voilà. D'accord. Et puis, Charge dans sa d'énergie tête, indigeste. voilà, tout à fait. Et puis, dans sa tête aussi, ce qui est important, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que il y a des sports qui s'y prêtent beaucoup, comme le triathlon. C'est pour ça que j'aime beaucoup le triathlon, parce qu'en fait, dans le triathlon, c'est un sport d'enchaînement. Donc, on dit qu'il y a une troisième épreuve qui est l'enchaînement des disciplines, des 3 disciplines. Et ça nécessite de visualiser en amont, finalement, ce qui va se passer pendant l'épreuve. Donc, de repérer des éléments visuels, d'avoir fait du repérage, de se projeter un petit peu pendant l'épreuve. Donc, ça, c'est toute une préparation mentale qui est importante et qui permet justement d'être à l'aise dans les automatismes qu'on va mettre en place sur l'alimentation, sur l'hydratation. Et ça rassure, c'est-à-dire que le fait d'avoir un cadre et une régularité comme ça à travers l'hydratation et l'alimentation en course va être aussi quelque chose de rassurant puisque ça fait partie du tempo, du rythme qu'on va se donner et auquel on est habitué finalement et qui occupe l'esprit aussi, vous voyez, par rapport à tout le reste. Voilà. Super, merci beaucoup Karine pour tous ces conseils. J'ai une toute dernière question pour toi qui est la question signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Alors, pour moi, c'est simple. Le premier pilier, pour moi, alors toi aussi, tu parles de piliers, c'est rigolo pour la naturopathie, mais on parle aussi de piliers pour la nutrition et la diététique. Le premier pilier, c'est la variété. Et j'aime ce pilier parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et qui n'aime pas se restreindre ses champs du possible. Et donc, l'idée de la variété dans l'alimentation me plaît beaucoup. Et c'est le premier pilier de l'équilibre alimentaire, puisqu'on sait que chaque aliment a ses avantages, ses inconvénients. Il n'y en a pas un qui est bon, il n'y en a pas un qui est mauvais, il y en a un qui a plus ou moins d'avantages par rapport à ses fibres, par rapport à ses minéraux, par rapport à... Voilà. Et le fait de savoir ou d'apprendre à connaître ces aliments ou bien encore à savoir les apprécier de manière assez large, à la hauteur de ce qu'ils représentent, va nous permettre justement d'être plus libre dans ses choix et d'ouvrir vraiment et de pouvoir finalement s'adapter à plus de situations. La variété permet de s'adapter à plus de situations et c'est ce dont a besoin le sportif. Donc cette variété, elle doit être au maximum voilà, sur le quotidien et sur la préparation d'une épreuve sportive. On doit savoir conserver cette variété-là, c'est hyper important, ça me semble important. Donc cette histoire de variété alimentaire est très importante. Les deux autres piliers, en fait, c'est des piliers qui vont ensemble. C'est savoir gérer le dosage et la fréquence des aliments. Donc, on peut doser finalement, réduire, augmenter une quantité en augmentant la fréquence ou en diminuant la fréquence. Et puis, à l'inverse, on peut aussi réduire une quantité d'aliments qui est peut-être pas nécessaire pour son équilibre, mais qui va être nécessaire pour le plaisir qu'on a à s'alimenter en travaillant sur la fréquence et non pas sur la quantité de cet aliment-là en soi. C'est-à-dire psychologiquement, c'est hyper important aussi de se dire, tiens, moi j'aime bien le chocolat, je le mange toujours par 2 carrés. Si demain la diète, elle me dit, bah non, c'est 1 carré tous les jours, bah non, on peut travailler différemment, on peut dire 2 carrés une fois tous les 2 jours. Enfin, oui, ça revient au même. L'équilibre, il est en fait sur une durée de 21 repas. Donc, en fait, ça nous laisse cette latitude-là, et cette latitude-là doit être à la hauteur finalement des envies et des besoins de la personne. C'est pour ça que se garder une latitude à travers la variété, à travers la manière dont on met en place son alimentation équilibrée, va faire qu'on s'y retrouve finalement. C'est-à-dire qu'on va s'adapter finalement à nos besoins, à nos envies, et on va éviter de lutter en permanence contre des choses qui ne nous sont pas forcément aisées ou intuitivement intéressantes pour nous. Donc, être le plus souple possible, la flexibilité, hein, la flexibilité et l'ouverture maximale, voilà, et Super. psychologique et gustative. Super. Eh bien, l'équilibre, je te rejoins beaucoup sur ça parce que je suis souvent confrontée à des personnes qui veulent tellement bien faire,
notamment en termes de bien-être alimentaire ou autre, et notamment si on parle de l'alimentation, qu'elles veulent avoir même des repas qui représentent l'équilibre ultime, avec tout dedans, tous les macronutriments, tous les micronutriments, du cru, du cuit, des oméga 3, des oméga 9, enfin de tout. Parce qu'elles sont persuadées que le repas, c'est leur vie, en fait. Ça met en jeu toute leur vie. Or, l'équilibre, il ne se fait pas sur un repas, il se fait sur plusieurs repas, comme tu l'as dit. Et du coup, de prendre conscience de ça, ça aussi, ça enlève une sacrée pression, je pense, que l'on se met beaucoup, et une sacrée charge mentale que l'on se met beaucoup à vouloir tout bien faire sur un repas, alors que c'est aussi la durée qui fait la représentativité de qui l'on est. Et notamment, aussi, par exemple, si il y a des choses qu'on mange qui sont un peu de l'ordre du craquage, il faut se dire aussi que c'est pas parce qu'on l'a mangé que l'équilibre est foutu. Non, au contraire. Exactement. C'est cette fluctuation qui fait aussi qu'on retourne à un état d'homéostasie, donc d'équilibre. Le corps, il est très très bien fait à partir du moment où justement il a ancré toutes ces bonnes habitudes, tous ces bons principes en hygiène de vie. Il n'y a pas de raison que justement il ne retrouve pas cet état d'équilibre, quelles que soient les fluctuations auxquelles il fait face. Tout à fait. Merci beaucoup, Karine. C'était très, très intéressant, très riche. Merci d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur toi ou te rejoindre, peut-être avoir un suivi avec toi, où est-ce que tu peux les rediriger? Donc, j'ai un site internet qui s'appelle Balade Diète, donc balade avec le tiret, ensuite tiret du 6, le petit tiret, et balade à l'anglaise en fait, sans E à la fin et avec 2 L. Voilà, baladediète.com, c'est un site internet où vous allez retrouver mes coordonnées, des recettes, des petits outils, des éléments voilà, qui me permettent d'animer ce site-là. Et puis, j'incite les gens à être à multiplier leurs sources, j'ai envie de dire, de connaissances. C'est hyper important, ça aussi, pour apprendre à se connaître, à croiser les éléments. On disait au tout début de ce blog que les connaissances évoluaient régulièrement, qu'il y avait des études qui se contredisaient. Donc, ça permet de renforcer justement le fait de croiser les informations, d'arriver à cette étape où finalement on se dit, bon, ok, il y en a un qui dit vert, l'autre qui dit noir, blanc, etc. Donc moi, où est-ce que je me situe? Donc de revenir à soi et de se dire, bon, par rapport à ce dont je connais sur moi-même, mes envies, mes préférences, etc., voilà ce pourquoi j'opte en ayant effectivement cette connaissance en trame de fond. Et essayer de faire au mieux possible pour soi et se dire qu'on a le temps aussi, c'est-à-dire que ne pas tout vouloir tout de suite, hein, c'est aussi un des défauts de notre société, c'est qu'on veut aller vite, hein, mais ce n'est pas forcément euh, le, le socle pour une réussite, hein. Il faut savoir aussi apprendre à connaître son rythme et le rythme de chacun en fonction de des périodes de sa vie va être plus ou moins lent, plus ou moins efficace. On est pris par plein d'autres choses dans sa vie que son alimentation, que sa préparation sportive. Et il faut accepter ça aussi, hein. Donc, accepter qu'il y a des moments où on est ralenti. Voilà, être ralenti, c'est aussi souvent avoir une petite fenêtre qui s'ouvre sur autre chose, qui diversifie nos points de vue et qui nous enrichit surtout. Et qu'à un moment donné, on y arrivera. C'est-à-dire que, voilà, soit il faudra plusieurs vies, soit à la fin de sa vie, on aura l'impression. Mais l'idée, c'est la saveur du chemin, c'est-à-dire que le chemin parcouru et le but, l'objectif est toujours important. Je pense que de s'en fixer, c'est toujours important. Mais après, d'éviter de se fixer trop d'injonctions sur la manière d'y parvenir et surtout la rapidité à laquelle on va faire ce chemin-là. Hein, on sait que les chemins finalement les plus appréciés, quand on pense à tout ce qui est voyage, etc., c'est peut-être les chemins qui sont à la hauteur de notre rythme du moment. Et donc, il y a des moments où on a envie de flâner, on a envie de passer du temps. Je pense au shopping qu'on ne fait plus trop, mais voilà, à déambuler sans avoir d'idée précise. Mais déjà, cette déambulation-là est hyper importante. Et au final, il faut se dire que dans notre tête, le cerveau est assez bien fait. Quand on a un objectif en tête, on y parvient toujours. C'est-à-dire c'est toujours en trame de fond aussi. Et tout ce qui nous dirige, nous guide spontanément, nous mène de manière plus ou moins sinueuse vers cet objectif-là. Et ce rythme-là, personnel, moi, c'est ce que j'essaye aussi de communiquer aux gens, c'est que
il faut qu'ils soient respectueux envers eux-mêmes, envers ce qu'ils sont, et éviter de se mettre dans des difficultés qui leur viennent du regard de la société ou du regard de l'autre ou de ce qu'on pense bien pour eux, hein. C'est bien de l'entendre, mais c'est bien aussi à un moment donné de se dire: «Bon, ben, moi, je suis là et puis c'est comme ça que je pense que j'avance le mieux». Voilà, arriver à se faire confiance. J'adore, j'approuve totalement. Bah, écoute, merci beaucoup, Karine. Du coup, je remettrai le lien de ton site internet en description de l'épisode et aussi de ton compte Instagram. Voilà, si les Bien, personnes vous y qui veulent. trouverez, Et ouais. Facebook aussi, je vois que tu as une page Facebook aussi. Voilà, en fonction Ouais, je mets des des petites préférences de ouais, chacun. exactement, et du coup, vous trouverez des petites recettes pour les sportifs à base de patates douces, entre autres, qui est un très bon aliment pour les Ouais. sportifs, la patate douce, notamment dans les préparations d'épreuves sportives. Donc voilà, des recettes pour sportifs ou non sportifs, mais qui jouent de toute façon dans l'équilibre alimentaire, on joue cette capacité à mieux digérer, à bien digérer, à être en adéquation avec ses besoins. Super. Eh bien, je te souhaite une très belle continuation et je te dis Merci, à bientôt. toi aussi. Au revoir Alexandra. Merci pour votre écoute et j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, un épisode vraiment très riche en conseils. On sent que Karine est extrêmement passionnée par son métier. Dites-moi en commentaire ou par message privé sur Instagram par exemple, ou voire même par mail, ce qui vous a le plus parlé dans cet épisode et éventuellement le conseil que vous souhaitez tester dès demain si vous avez potentiellement une épreuve sportive à venir ou si vous êtes tout simplement une personne très sportive avec des désagréments digestifs. Si vous souhaitez aller encore plus loin, eh bien je vous rappelle que j'ai un e-book de santé naturelle très riche en conseils aussi bien sur l'alimentation, sur l'immunité, mais aussi sur la santé digestive. Donc si ces trois sujets vous intéressent et vous parlent, eh bien je vous mettrai le lien en barre d'information de cet épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à moi ou à Karine. Et si le sujet du jour vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le diffuser, à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant Karine @balade-diète en retour. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!